On pense tous connaître Karl Marx. Le nom claque, il évoque tout de suite des images puissantes. Le communisme, la révolution, et bien sûr ce livre énorme, Le Capital. Mais honnêtement, au-delà du cliché, qui était vraiment l'homme derrière le marxisme? Philosophe, économiste, journaliste en exil, on finit par s'y perdre. C'est tout l'enjeu. On a l'impression que Marx, c'est soit un prophète, soit un démon, mais rarement un homme. Oui, c'est ça. Et c'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui, en s'appuyant sur une biographie très fouillée, reconnecter l'œuvre, qui est immense, à la vie. Et sa vie a été incroyablement dure. Comprendre comment le vécu, les galères, ont pu forger la pensée. Exactement. Comment ses études, ses rencontres, mais aussi la pauvreté, l'exil, ont vraiment nourri ses idées. D'accord, donc on relie la théorie et la vie. Ça me semble être la meilleure approche. Alors, pour ça, je propose qu'on avance en 2 temps. D'abord, on suit son parcours, de sa jeunesse en Prusse jusqu'à sa mort à Londres. Oui. Et une fois qu'on aura un peu cerné le personnage, on pourra peut-être mieux décortiquer les grandes idées. Sa philosophie, sa critique du capitalisme, son projet politique. On parle là-dessus? C'est parfait. Commençons par le commencement. Alors, Karl Marx naît en 1818 à Trèves, en Prusse. Et déjà, ses origines sont assez loin du stéréotype. C'est une famille juive, mais son père, qui est avocat, s'est converti au protestantisme. Oui, mais pas vraiment par conviction religieuse. C'était surtout une nécessité professionnelle à l'époque. C'est ça. Et il y a un détail familial que j'ai trouvé incroyable dans les sources. Sa mère est la grande-tante des frères Philips, la multinationale. Absolument. On est dans un milieu bourgeois, cultivé, assez libéral pour l'époque. On est très loin de l'image d'Épinal. Carrément. Et ce qui est frappant, c'est la vitesse à laquelle il va rompre avec tout ça. Il commence des études de droit, un peu pour suivre les traces de son père, mais très vite, à Berlin, il bascule. Il plonge dans la philo. Tête la première. Il rejoint les jeunes hegéliens. Ce sont des disciples de Hegel, mais qui vont tordre sa pensée dans un sens radical, athée et révolutionnaire. C'est là aussi qu'il découvre Feuerbach, qui le convainc d'une chose. Ce sont les conditions matérielles qui façonnent le monde, pas les idées. Donc il est à Berlin, il baigne dans ses idées ultra-radicales. Mais on est en Prusse, un régime très autoritaire. J'imagine que ça ne passe pas très bien pour sa carrière universitaire. Ah non, c'est une voie sans issue. Le gouvernement prussien met son veto. Pour lui et toute sa bande, c'est terminé. Impossible de devenir professeur. Et c'est un tournant majeur. Fondamental. Sans carrière académique, il est obligé de trouver une autre arène pour ses idées. Et cette arène, ça va être le journalisme. Un choix par défaut, en fait, qui va changer sa vie. Il devient donc journaliste. Et pas n'importe où. Rédacteur en chef d'un journal d'opposition, la Rheinische Zeitung. Oui, et il va le transformer. D'un journal assez classique, il en fait une tribune de plus en plus radicale. Et c'est là qu'il a son premier choc avec la réalité sociale. L'article sur les vignerons de la Moselle. Exactement. Il écrit sur leur misère terrible et il réalise, avec beaucoup d'honnêteté, qu'il n'y connaît rien. Sa philosophie ne lui explique pas pourquoi ces gens meurent de faim. Il lui manque les outils économiques. Voilà, il prend conscience qu'il doit se plonger dans l'économie politique. Forcément, le journal finit par être interdit. Interdit, et lui poussé à l'exil. Il arrive à Paris en 1844, et là, c'est la rencontre décisive. Ah oui, Friedrich Engels. C'est plus qu'une rencontre, c'est le début d'une amitié et d'une collaboration intellectuelle, mais aussi financière, qui va durer toute leur vie. Et le profil d'Engels est fascinant, il complète parfaitement celui de Marx. Tout à fait. C'est un fils de riches industriels, dont la famille possède des usines à Manchester, vraiment le cœur du réacteur de la révolution industrielle. Du coup, il apporte 2 choses à Marx, une connaissance directe, concrète de la misère ouvrière et de l'argent. Beaucoup d'argent. Il sera la bouée de sauvetage financière de la famille Marx pendant 40 ans. Mais à Paris, il ne rencontre pas que des amis. Il y a aussi d'autres grandes figures, comme Proudhon. Et là, c'est une autre ambiance. Pas du tout la même, non. Au début, Marx admire beaucoup Proudhon, son livre « Qu'est-ce que la propriété ?» Mais ça ne dure pas. Quand Proudhon publie sa philosophie de la misère, Marx lui répond avec une ironie féroce. Misère de la philosophie. la rupture est brutale, totale. D'ailleurs, dans ses carnets, Proudhon a cette note absolument terrible. Marx est le ténia du socialisme. Le ténia du socialisme. Ça calme. On sent les égaux. Et après Paris, sa vie devient celle d'un fugitif politique. C'est ça. Il est chassé de Paris, il va à Bruxelles, puis, après l'échec des révolutions de 1848,
Il trouve son dernier refuge, Londres. Et c'est là que le pire commence. C'est la misère noire, absolue. La famille s'entasse dans des taudis, la malnutrition est constante, plusieurs de ses enfants meurent en bas âge. Son fils Edgar, par exemple, meurt littéralement de faim. C'est terrible, on a du mal à imaginer ça. Il y a une lettre qu'il écrit à Engels, qui est citée dans les sources, qui est poignante. Oui, depuis 8 jours, je nourris la famille avec du pain et des pommes de terre. Il ajoute, mais je me demande si je pourrais encore me les procurer aujourd'hui. C'est inimaginable, la famille ne survit que grâce à Engels. Uniquement. Et pourtant, c'est dans cette misère écrasante qu'il va faire son travail le plus important. Comment c'est possible? C'est là qu'on voit la discipline de fer du personnage. Il passe ses journées, des années, au British Museum. Il lit tout, il compile des notes surtout. L'économie, l'histoire. Et pour survivre, pour faire bouillir la marmite, il écrit des centaines d'articles pour un grand journal américain, le New York Tribune. C'est un travailleur acharné, obsessionnel. Et tout ça aboutit enfin à la publication du Capital en 1867. On imagine un séisme intellectuel. Pas du tout. C'est un silence assourdissant. Un échec commercial? Total. Le livre sort dans une indifférence quasi générale. Les 1000 exemplaires de la première édition mettront 4 ans à se vendre. C'est fou. C'est Engels qui, après la mort de Marx, devra rassembler tous ces brouillons pour publier les tomes 2 et 3. L'œuvre de sa vie n'a eu quasiment aucun écho de son vivant. Donc le livre, qui va marquer le XXe siècle, a été un flop monumental. C'est incroyable. Mais il n'était pas qu'un théoricien dans sa bibliothèque. C'était aussi un militant, avec la Première Internationale. Oui, c'est l'autre facette de l'homme. En 1864, il est un des artisans de l'Association internationale des travailleurs, une tentative de fédérer tous les courants socialistes en Europe. Et son rôle est très visible en 1871 avec la Commune de Paris. Il analyse l'événement à chaud et il y voit la première tentative d'un gouvernement des travailleurs par les travailleurs. Et il en tire une leçon cruciale. Le prolétariat ne peut pas juste prendre la machin d'État, il doit la briser. La fin de sa vie, en revanche, semble plus amère. La maladie, l'épuisement. Oui, les dernières années sont très difficiles. Sa santé se dégrade, il voyage un peu pour se soigner, il va même jusqu'à Alger. C'est à ce moment-là, en voyant ses disciples français transformer sa pensée en dogme, qu'il aurait eu cette phrase célèbre. Ah oui? Si c'est cela le marxisme? Ce qui est certain, c'est que moi, je ne suis pas marxiste. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Il reniait son travail. Non, pas du tout. C'était une critique du dogmatisme. Il voyait sa pensée, qui est une méthode d'analyse critique, se figer en une sorte de catéchisme, une nouvelle religion. Et ça, il ne pouvait pas le supporter. Il meurt en 1883 à Londres. Et l'ironie finale, c'est sa tombe. Oui, il voulait une tombe toute simple. Aujourd'hui, son immense monument au cimetière de Highgate est une attraction touristique payante. Le capitalisme qui a le dernier mot. C'est presque parfait comme ironie. Et ça nous amène vraiment à la question centrale. Comment cet homme a-t-il pu construire une pensée avec un tel impact? C'est peut-être le moment de se pencher sur les concepts. Par où on commence? La philosophie, C'est la base de tout. Le point de départ de Marx, c'est la rupture avec la philosophie dominante de son époque, l'idéalisme de Hegel. Il a une formule pour ça. Il veut remettre la dialectique de Hegel sur ses pieds. la remettre à l'endroit, en quelque sorte. C'est exactement ça. Pour Hegel, en très simple, ce sont les idées, l'esprit, avec un grand E, qui font avancer l'histoire. Marx inverse tout. Pour lui, ce sont les conditions matérielles, la façon dont on produit notre vie, qui déterminent les idées, la politique, la religion. C'est ça le matérialisme historique. Et cette philosophie doit servir à quelque chose. C'est le sens de sa fameuse 11e thèse sur Feuerbach. Les philosophes n'ont fait qu'interpréter le monde de diverses manières. Ce qui importe, c'est de le transformer. C'est une déclaration de guerre à la philosophie de salon. La pensée ne vaut que si elle mène à une praxis, une action qui transforme le réel. D'accord. Donc, si le matériel est le moteur de l'histoire, comment est-ce que cette histoire avance? Par la contradiction, par le conflit, l'histoire avance par crise, par révolution. Ça arrive quand les forces productives, la technologie en gros, entrent en conflit avec les rapports de production, c'est-à-dire l'organisation sociale, les lois, la propriété. Il a une phrase géniale pour ça. Le moulin à bras vous donnera la société avec le suzerain, le moulin à vapeur, la société avec le capitalisme industriel. Les technologies fait craquer l'ancienne société, c'est très clair. Ce qui nous amène au cœur du réacteur, sa critique de l'économie capitaliste.
D'abord, comment il définit ce système? Pour lui, le capitalisme, c'est deux choses. Un, la propriété privée des moyens de production. Les usines, les machines, les terres. Tout ça appartient à une classe, les capitalistes. Et pas à ceux qui y travaillent. Non. Et c'est le deuxième point, ça crée une division. D'un côté, les capitalistes, de l'autre, les prolétaires, qui n'ont rien d'autre que leur force de travail à vendre pour survivre. C'est le point de départ. Et alors, d'où vient le profit? C'est là qu'on arrive à son concept le plus connu, la plus-value. Exactement. Pour lui, c'est sa grande découverte. L'idée est simple. Un ouvrier est payé pour une journée de 10 heures. En une partie de cette journée, disons 6 heures, il produit une valeur qui équivaut à son salaire. Décor. De quoi vivre et revenir le lendemain. Voilà, c'est le travail nécessaire. Mais il ne s'arrête pas là. Il travaille 4 heures de plus. Et la valeur qu'il crée pendant ce surtravail de 4 heures, elle n'est pas payée. Et c'est ça, la plus-value. C'est ça. C'est la source unique du profit. C'est pas un vol au sens de la loi, c'est le mécanisme même du système. Et ce mécanisme a des effets psychologiques profonds. C'est ce qu'il appelle le fétichisme de la marchandise et l'aliénation. Oui, le fétichisme de la marchandise, c'est une idée brillante. Dans notre société, les produits qu'on achète semblent avoir une vie propre, une valeur magique. On est obsédé par les prix, les marques, mais on oublie complètement le travail humain qu'il y a derrière. On ne voit plus les rapports sociaux derrière l'objet. La marchandise devient un fétiche, une idole, qui masque la réalité de l'exploitation. Comme quand on regarde un smartphone, on voit un bel objet, pas les conditions de travail dans les usines. C'est exactement ça. Et ça mène à l'aliénation. Le travailleur est dépossédé, aliéné. Il est séparé du produit de son travail, de son activité qui est souvent répétitive, sans sens. Et au final, les humains sont aliénés les uns des autres. Les relations sont remplacées par des rapports marchands où tout passe par l'argent. Tout ça nous conduit à une vision politique centrée sur la lutte des classes. C'est le fil rouge de toute l'histoire pour lui. Il dit ne pas l'avoir inventé d'ailleurs, mais il en fait le moteur central. De l'homme libre et l'esclave dans l'Antiquité, aux seigneurs et aux serfs, jusqu'aux bourgeois et aux prolétaires. L'histoire, c'est l'histoire de la lutte des classes. Et dans cette lutte, l'État n'est pas un arbitre neutre, j'imagine. Surtout pas. Pour Marx, l'État, avec sa police, ses lois, son armée, c'est l'outil de la classe dominante pour maintenir son pouvoir. La religion joue un rôle similaire. C'est sa fameuse formule, l'opium du peuple. Souvent mal comprise. Oui, c'est pas juste la religion c'est mal, c'est qu'elle agit comme un antidouleur. Elle anesthésie la souffrance en promettant un bonheur après la mort et ça détourne de la lutte ici et maintenant. Alors, quel est le but final? La société communiste. Et pour y arriver, il y a cette phase de transition qui fait peur. La dictature du prolétariat. Alors là, il faut faire très attention. Le mot est piégé par l'histoire du XXe siècle. Ce que Marx entend par là, ce n'est pas la dictature d'un parti unique. C'est même le contraire de ce que seront les régimes staliniens. C'est pas le goulag? La majorité des travailleurs prend le pouvoir pour démanteler le pouvoir de l'ancienne classe dirigeante. C'est une dictature au sens où la majorité impose sa volonté à la minorité. Mais il insiste sur un point, l'émancipation de la classe ouvrière doit être l'œuvre des travailleurs eux-mêmes. C'est une clarification essentielle. Pour conclure, si on résume, on a donc d'un côté un homme, une vie marquée par la censure, l'exil, une précarité terrible. Oui, De l'autre, un penseur qui a bâti un système d'analyse totale du capitalisme. Et enfin, un militant qui a cherché à organiser le mouvement ouvrier. a laissé une empreinte immense sur le XXe siècle. Elle a inspiré des révolutions, des États, des syndicats, mais elle a aussi infusé toutes les sciences sociales. Aujourd'hui encore, des concepts comme l'aliénation ou le fétichisme sont des outils très puissants pour analyser notre société. Absolument. Et pour terminer, une pensée finale à méditer, trouvée dans les sources. Dans ses premiers écrits, Marx dit que l'abolition de la propriété privée n'a de sens que si on la conçoit comme l'abolition du travail. Attention, pas la fin de toute activité, mais la fin du travail comme activité contrainte, aliénée, qu'on vend pour survivre. Alors la question qu'on peut se poser, à notre époque où l'intelligence artificielle et l'automatisation remettent tout en question, à quoi ressemblerait une société qui prendrait au mot cette idée radicale d'abolir le travail, au sens où Marx l'entendait?